Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Partnership Zero to One. Aujourd'hui, nous sommes avec Gabriel. Salut Gabriel. Salut Hippolyte, merci de me recevoir. Je t'en prie. Écoute, trop content de faire ce webinaire ensemble. Comme on se disait juste avant, ça fait un bout de temps qu'on discute ensemble sur l'aspect partnership et légal. Euh, du coup, enfin l'aboutissement, on va pouvoir faire cette discussion, aider les membres de la communauté à mieux comprendre comment rédiger un contrat, quelles sont du coup les clauses spécifiques, qui embarquer, comment faire du legal management. Ça va être génial. Pour rappel, Partnership Zero to One, c'est des webinaires où on fait intervenir des experts sur des sujets très précis. Aujourd'hui, on a Gabrielle qui est avocate euh, spécialisée spécialisée entrepreneur et start-up. Je te laisserai te présenter en 2 minutes. Et l'idée, n'hésitez pas, on va aborder ce sujet contrat légal dans les partenariats. Vous avez un petit chat sur le côté. N'hésitez pas à n'importe quel moment poser vos questions et on y répondra à la fin. Donc là, on va partir pour une quarantaine de minutes de discussion ensemble et on garde 15 minutes pour vos questions à la fin. Gabriel, je te laisse te présenter. Yes, top, merci Hippolyte. Bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir intervenir aujourd'hui. Donc, je suis Gabrielle Fourgousse-Perrin, je suis avocat depuis plus de 6 ans et j'interviens au quotidien auprès des entrepreneurs, que ce soit des startups, des scale-up, mais aussi des PME. J'interviens sur leurs sujets qui rencontrent tous les jours, principalement sur leurs contrats, donc un peu tous les types de contrats, principalement les contrats commerciaux avec leurs partenaires, avec leurs clients, leurs fournisseurs. On reviendra après par ce qu'on entend par partenaire, parce que c'est un terme très large. Et j'interviens aussi sur tous les sujets de propriété intellectuelle, de données personnelles et maintenant d'IA. Donc je connais bien les contraintes auxquelles vous êtes exposés. J'ai l'habitude de parler de ça avec mes clients, les entrepreneurs que j'accompagne. Et voilà, et j'ai l'habitude de d'avoir une manière de fonctionner qui est très focus pratique. Donc n'ayez pas peur. Aujourd'hui, on va pas rentrer dans le dur juridique. Le but, c'est pas de vous faire peur du tout avec des termes obscurs, avec des clauses horribles auxquelles on comprend pas. Le but, c'est de surtout comprendre la philosophie qu'il y a derrière vos partenariats pour débroussailler la jungle juridique et faire en sorte que le droit et un contrat soient votre allié et que vous l'utilisiez comme un outil et comme un levier pour vos partenariats plutôt que comme un truc infernal à devoir faire signer alors qu'on comprend rien à ce qui est marqué. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir vous aider aujourd'hui sur ça. Bah, trop cool. Merci beaucoup, Gabriel, pour cette introduction. Peut-être déjà pour poser un peu le décor, quels sont les types de partenariats et leurs implications juridiques? On va peut-être rappeler qu'on a quand même des personnes qui sont expertes en partenariat, donc ils connaissent un peu toutes les typologies, donc pas besoin de trop rentrer dans les détails Mmh. de définition sur les typologies, mais OK. en tout cas, le vrai sujet, je pense que c'est surtout leur implication juridique. Ouais. Alors effectivement, il y a beaucoup de partenariats possibles. Le terme partenariat n'a pas de définition juridique. Désolée, je rentre là-dessus parce que je suis quand même avocat. Donc il y a pas de définition juridique du terme partenariat et il y a pas de contrat type de partenariat. Autant de de partenariats que de situations possibles avec vos partenaires. Donc tu peux appeler partenariat un contrat d'apport d'affaires, un contrat de référencement, un contrat de distribution, un contrat où tu vas intégrer ta tech pour mettre une API ou et cetera, pour faire du co-marketing, des choses comme ça. Donc voilà, tu as plein de sortes de partenariats différents et chacune vont avoir des implications juridiques propres parce que les obligations de chacune des parties vont dépendre de ce qu'il y a derrière le partenariat. Donc moi, je n'aime pas partir du juridique pour dire OK, juridiquement, on est sur ce type de contrat, voilà ce qu'il faut faire. Je préfère avoir une vision inverse où on focus pratique, on focus sur l'objet du partenariat. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quel est le but derrière ce partenariat? Est-ce que vous voulez intégrer une tech, co-développer un produit informatique? Est-ce qu'au contraire, vous voulez juste
donner de la visibilité à un partenaire et en contrepartie, obtenir, des fees grâce à la visibilité que vous leur donnez? Ou est-ce que vous voulez, affilier, des partenaires, des contrats, avec des partenaires? En fonction de ça, en fait, il y a plusieurs obligations qui vont devoir découler. Donc il faut vraiment, quand vous construisez des partenariats, vous demander en pratique: «Qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que moi, partenaire 1, je m'engage à faire pour faire, que ce partenariat soit un succès? Et qu'est-ce que j'attends de mon partenaire en face?» Moi, je vous conseille, quand vous réfléchissez à ça, de partir, d'une feuille, avec un trait au milieu, avec les obligations du partenaire 1, les vôtres, ce que vous voulez faire, ce que vous attendez et cetera, et en face, ce que vous attendez en contrepartie de l'autre. Il faut penser de manière très, très opérationnelle. Si j'ai besoin que mon partenaire en face fasse ça, c'est parce que moi je dois faire ça. Donc il faut qu'on retrouve toutes ces opérations, pratiques, qui font partie du partenariat, pour bien les lister et surtout pour en parler avec votre partenaire avant. Parce que avant de parler de contrat, de formalisation de votre partenariat, il faut d'abord le construire. Donc ça, c'est très, très important, la construction du partenariat, voir si vous êtes vraiment alignés, sur les modalités opérationnelles et concrètes du partenariat. Combien de temps ça va durer? Qu'est-ce qu'on doit faire en pratique pour que ça marche? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser le nom de mon partenaire, son logo, sa propriété intellectuelle ou pas? Est-ce que vous en avez discuté? Et donc, il faut parler de tout ça. Financièrement, comment ça se passe? Est-ce que c'est payant ou pas? Et si c'est payant, à quelle fréquence est-ce qu'on va procéder à ces paiements? Ça, c'est très, très important de penser à toutes ces modalités, du partenariat en termes opérationnels et concrets. Donc je suis désolée, je parle beaucoup du terme opérationnel, mais pour moi, c'est fondamental. Un contrat qui ne colle pas à l'opérationnel, c'est un contrat qui ne sert à rien. Donc n'allez pas vous embêter à rédiger un ou à signer un contrat si on ne comprend pas ce qu'il y a derrière, si on voit pas qui doit faire quoi, si on comprend pas la philosophie derrière le partenariat, il ne protégera aucune des parties. Le but d'un contrat, c'est de vous protéger. Il ne va vous protéger que si on anticipe toutes les situations. Parce que le contrat, c'est ce qu'on va regarder, quand il y a un flou dans l'activation opérationnelle du partenariat, et qu'il commence à y avoir des pépins, c'est ça ce qu'on va regarder. OK, on s'était dit que toi tu devais faire ça, tu devais intégrer ma tech à ce moment-là pour que moi ensuite je puisse permettre, de faire référence à toi, mon partenaire, sur mon site. Tu l'as pas fait, donc moi je peux pas, réaliser mes obligations, donc ma responsabilité peut pas être engagée. Mais si on l'a pas marqué? Bah, c'est là que tout ça, pose problème. Hyper important de penser, vraiment opérationnel. Tu sais, ce qui me fait penser à une chose, c'est que, tu vois, en disant ça, je sais que du coup, quand on avait préparé, tu m'avais dit: «Ouais, alors faire attention, il y a des gens qui vont chercher des templates du coup sur internet». Ouais. Et tu dis bah, en fait, ça c'est red flag, direct parce que finalement, pour une personne qui s'y connaît pas du tout au niveau légal, qui va prendre directement: «Tiens, en fait, je vais prendre ce template, je vais plus ou moins essayer de l'adapter». Bon, on utilise tout ChatGPT du coup pour essayer d'adapter par rapport à l'opérationnel. Mais, pour toi, tu te dis: «Mais en fait, finalement, vaut mieux partir d'un truc assez clair sur quels sont les objectifs, les actions, la finalité, les droits, les devoirs entre guillemets de chacun, avant de commencer à réellement rédiger un contrat, plutôt que de faire de l'inverse, aller télécharger un contrat de partenariat type affiliation du coup sur des sites parce qu'on en trouve de mémoire, je crois Shine en partage ou peut-être d'autres boîtes. Ça sert à rien d'aller télécharger ça, de le prendre et essayer de l'appliquer à soi-même. C'est ça? Ça peut aider, mais en fait, moi, je trouve que c'est souvent traître, parce que souvent, on va se dire: «OK, j'ai cette base de contrat, je suis safe, j'ai pas besoin de m'en détacher». Il faut surtout que je colle dedans et que, surtout, je vais oublier de parler souvent de choses qui sont hyper importantes dans le cadre du partenariat. Donc moi, je trouve que c'est pas une bonne idée de partir de ce type de contrat, surtout, surtout, surtout que parfois, on va, par exemple, télécharger un contrat, qui est marqué contrat de partenariat. Mais en fait, finalement, derrière, ce que vous faites, c'est du pur apport d'affaires. Et dans ce contrat de partenariat, on va pas du tout parler des modalités très, spécifiques à l'apport d'affaires, avec à partir de quand est-ce qu'on considère qu'un prospect, il est apporté? Hem, Quelle est la base de rémunération de la commission pour le prospect apporté? Enfin, en
en fait, voilà, moi ce que j'aime pas, c'est que les termes qu'on emploie pour nommer des contrats, ne sont pas forcément ceux que vous aviez en tête pour votre partenariat à vous. Et du coup, vous risquez d'utiliser des contrats qui sont pas du tout adaptés, à votre situation. Donc moi, c'est pour ça que je suis assez frileuse à l'égard de ces templates qui sont en ligne, qui peuvent être de super bonne qualité, mais pas forcément adaptés à votre situation. Et donc quand on n'a pas forcément le recul juridique pour se dire: «Bah, ça, c'est pas adapté», on risque juste de plonger dans un document qui peut être très bien, mais pas adapté et donc que ça serve à rien. Et donc, par exemple, là-dedans, quels sont les risques cachés d'un partenariat qui est mal défini ou mal cadré, que ce soit avec un template ou juste simplement une personne qui n'a pas été accompagnée juridiquement? Le risque, c'est de passer à côté de points essentiels de votre partenariat. Donc je sais pas, si tu veux qu'on fasse un focus sur un partenariat que vous retrouvez souvent, dis-moi, je pourrais te donner des exemples peut-être plus précis. Non, j'avais pas forcément du coup en tête, mais c'était plutôt un cas un peu général de, je vois surtout des sujets de, tu vois, par exemple, je sais pas sur, Je te donne un s'il peut y exemple si avoir tu des veux. équilibres. Ouais, vas-y. Par exemple, imagine ton partenaire, c'est un organisme qui intervient dans des, sujets d'assurance ou bancaire. En fait, ça, c'est des champs qui sont ultra réglementés et si tu pars d'un template, spécifique et que tu fais, une sorte d'affiliation ou de l'apport d'affaires pour un partenaire, qui intervient dans le secteur de l'assurance ou bancaire, en fait, c'est ultra réglementé, ça, tu ne peux pas le faire et si tu pars d'un template, heu, lambda, ou même, en fait, si tu pars pas d'un template, si tu es pas accompagné, tu vas pas forcément le savoir. Or, il faut souvent, dans ce genre de partenariat, avoir un statut soit de courtier en assurance, soit être, immatriculé au sein des autorités administratives qui régulent ce genre de pratique. Donc voilà, il y a parfois des situations dans lesquelles en fait, tu il y a des trous dans la raquette et si tu le sais pas, partir d'un template ne va, pas t'aider à encadrer toute la situation et ne va surtout pas te protéger. Donc voilà, c'est peut-être un exemple qui est un peu spécifique, mais si tu penses à d'autres points, aucun problème pour creuser. Écoute, ça je propose, si, pour, tous ceux qui nous écoutent, vous êtes plus d'une vingtaine, n'hésitez pas à aller, directement dans le chat et poser vos questions. Si vous avez des contextes assez précis, n'hésitez pas à les mettre et on y répondra du coup, à la fin. Le but vraiment, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat parce que je veux pas faire un cours théorique de droit, ça n'a aucun intérêt, ça va vous endormir. Je veux pouvoir répondre à vos questions, donc si vous avez des sujets classiques que vous retrouvez souvent, allons-y, abordons-les. OK, ça marche. Et écoute, pour continuer, c'est quoi quels sont du coup un peu les réflexes avant de commencer avant de comment dire? Avant de rentrer du coup sur l'élaboration du contrat, quels sont du coup les réflexes à adopter pour que le contrat, bah, reflète l'opérationnel et pas l'inverse? Donc tu parlais notamment de, heu, de commencer avec un bout de papier à mettre d'un côté et de l'autre, les objectifs, les actions et cetera. Quels sont, les bons réflexes? Je peux vous donner peut-être quelques techniques, pour, ou essayer d'oublier le moins de points possible. Donc 1er point, effectivement, se demander: «Qu'est-ce que moi, je m'engage à faire concrètement? Qu'est-ce que je réalise comme action? Dans quelle durée?» Enfin, selon quel calendrier et idem pour le partenaire en face. Qu'est-ce que j'attends de lui exactement? Qu'est-ce qu'il doit faire, pour permettre, de réaliser ce partenariat? Donc faut pas hésiter à faire une liste à la Prévert de tout ce qui doit être fait et d'avoir un document, opérationnel qui pourrait être annexé au contrat, hein. Moi, je trouve ça très, très bien d'avoir des documents opérationnels qu'on annexe au contrat pour bien décrire ce qu'on attend de chacun. Donc, faire une liste, très claire de qui doit faire quoi, quand, comment, avec quels moyens. Ça, c'est sur vraiment l'opération. Après se demander sur sur un champ temporel, pendant combien de temps est-ce qu'on veut que ce partenariat se fasse? Est-ce que c'est sur une durée déterminée, c'est-à-dire qui est engageante et contraignante pour les 2 parties? Ou est-ce qu'on est sur, une durée indéterminée? Ça veut dire qu'on ne sait pas trop combien de temps ça va durer, on veut pas trop s'engager sur la durée. Ça peut durer, 6 mois, comme 2 ans, comme, 1 mois, on sait pas. Du coup, on prend ce risque de que ça se prenne fin un peu n'importe quand, sans qu'on ait trop de visibilité, mais aussi, hem, avoir, de la flexibilité donc se poser la question de la durée.
Ensuite, important aussi, à se poser comme question les modalités financières. Est-ce que c'est un partenariat à titre gratuit ou non? On en a parlé tout à l'heure, c'est important d'en parler. Et après se poser peut-être des questions, plus opérationnelles du type, est-ce qu'il va y avoir des transferts de données à caractère personnel? Ça, c'est un sujet qui est très, très important. Vous me voyez venir, je c'est le RGPD qui est derrière. S'il y a des transferts de données personnelles, il faut voir si c'est dans le cadre d'une sous-traitance et dans ce cas-là, il faut l'encadrer, dans le contrat. Pareil, d'un point de vue propriété intellectuelle, est-ce que vous avez le droit d'utiliser le logo de l'autre personne? Est-ce que vous avez le droit de mentionner son nom et dans quelles conditions? Dans ce cas-là, il faut se faire, concéder une licence, une autorisation express de pouvoir, utiliser et exploiter ces éléments-là. Voilà, c'est un peu des points qu'on retrouve classiquement dans les contrats et qui doivent, dans tous les cas, être abordés en amont parce qu'on devra le retrouver dans le contrat, juridique après. Aussi envisager les effets de la fin du contrat. Ça, c'est important aussi, de l'envisager dans le cadre, de vos discussions. Tout ça, c'est des points qu'il faut aborder, avant d'envisager la rédaction du contrat. Je crois que vous avez mis quelques petites questions dans le chat. Ouais, écoute, ça, on y reviendra après. Effectivement, il y a OK, Thomas qui a posé une question, mais on reviendra du coup à la fin là-dessus. OK. En fait, je me dis ce que tu viens de dire. Typiquement, ça peut être plutôt être templétisé. C'est-à-dire que si tu fais un document si un document avec ces différents points, Ouais. c'est beaucoup plus simple effectivement de peut-être commencer à aborder ces questions en disant dans la discussion, voilà, il faut qu'on aborde le rôle, la durée, faut qu'on aborde du coup la propriété intellectuelle, hem, ce genre de choses. Et donc ça, c'est plutôt ça qui potentiellement pour nous, non notre personne du coup légale, on peut utiliser du coup pour avant d'aller voir, la personne du coup qui s'occupe d'aller enfin qui va s'occuper de rédiger le contrat. Hem, ce que Ouais, d'avoir une sorte de fiche process, en mode, fiche process discussion partenariat, c'est ça? qui soit beaucoup plus opérationnel que, effectivement revoir du coup les différents détails, construire du coup le contrat. C'est beaucoup plus simple d'avoir ce Bah, carrément, carrément et sachant que, tu vois, par exemple, si finalement vous partez, sur, imaginons de la distribution, il faut se poser les questions enfin, être sûr que ce soit bien de la distribution. Est-ce que c'est de la distribution? Ça veut dire que c'est de l'achat-revente. Est-ce qu'on fait de l'achat-revente ou est-ce qu'on fait juste, une passe décisive, pour présenter un partenaire pour lui permettre, de vendre ses produits ou ses services et de toucher une com? En fait, il faut se poser toutes ces questions-là, très opérationnelles. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Les obligations de chacun plutôt que de mettre un non tout de suite au partenariat. ouais, c'est clair. Et peut-être abordons ça en détail sur les différentes typologies, puisque tu l'as abordé. Qu'est-ce qui se passe tu vois, quelles sont les spécificités d'un contrat, par exemple, sur la distribution, de la revente, quels sont les éléments qui doivent impérativement figurer dans le contrat? Par exemple, si vous faites, un contrat de distribution, la distribution, c'est vraiment l'achat-revente. Ça veut dire que votre partenaire, il va vous acheter un produit ou un service pour le revendre. Donc lui, il est libre de fixer les prix de la revente. Vous pouvez pas lui imposer de prix à la revente pour les clients finaux. Ça, c'est un point qui est fondamental à prévoir dans le contrat. Enfin, de toute façon, c'est légal, en fait, c'est juridique. Vous ne pouvez pas contrevenir à cette règle. Mais si vous, l'avez pas en tête, le contrat de distribution peut devenir quelque chose d'autre. Donc dans un contrat de distribution, important de savoir aussi dans quelles conditions est-ce qu'il va vous acheter la le service ou le produit pour ensuite le revendre et le reproposer à ses clients. Est-ce qu'il a le droit de mettre une couche au-dessus ou pas? Peut-être, aussi les conditions est-ce que vous mettez une grille tarifaire sur, les modalités d'achat et pendant combien de temps est-ce que cette grille est applicable? C'est un peu ce genre de point qui est important de voir dans la distribution. Mais bon, la distribution, c'est hyper large. Tu peux penser à la distribution classique, de produits, en grande surface et de la distribution de logiciels. Si tu intègres le logiciel d'un tiers dans ta propre tech, ça peut être de la distribution. Donc c'est plutôt ça, je pense, qui touche, ta commu. Ça va être ce cas-là et dans ce cas-là, est-ce que, le fait d'intégrer ta tech dans ton logiciel, est-ce que c'est en marque blanche? Tu vois? Ça, c'est des sujets, il faut en parler et ça doit se retrouver dans le contrat. Et ça, du coup, si on spécifie du coup sur l'intégration texte, qu'il y a effectivement, il y a soit c'est de la marque blanche, tu vois, soit ça peut être aussi de la marque grise. Pareil, du coup, quels sont les sujets sur, dev, sur la donnée, sur, sur la tech, j'imagine il y a aussi du coup les sujets de qui paye pourquoi, tu vois? Bah, complètement. Bah, ça, c'est des points, il faut en discuter en amont en amont. Donc dans le cadre de vos discussions, savoir s'il y a des développements à faire, qui doit les réaliser?
s'il les réalise, est-ce que c'est lui qui les paye intégralement? C'est la charge financière qui ne pèse que sur lui ou est-ce que c'est partagé? Il faut discuter de tous ces éléments et surtout, une fois que c'est développé, à qui appartiennent les droits sur les développements qui ont été faits spécifiquement pour ce partenariat? Est-ce que c'est au partenaire 1 ou est-ce qu'au partenaire 2? Est-ce que c'est une copropriété? Est-ce qu'après on peut réutiliser cette tech pour d'autres partenariats? Ou est-ce qu'il y a une exclusivité pour ce partenariat-là type? En fait, il y a pas de règles spécifiques juridiques sur tel ou tel partenariat, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vraiment il faut penser d'abord opérationnel et ensuite le juridique va découler. Donc il faut penser à tous ces aspects-là. Pour la donnée, pareil, il faut se demander est-ce que on aura accès qui aura accès à la donnée? La donnée de qui? D'où elle vient au départ? C'est quoi la source? Heu, et après on rentre sur des considérations très, très juridiques. Je vais pas vous embrouiller là-dessus parce que faudra savoir s'il y a une qualification de responsable de traitement, co-traitant ou sous-traitant au regard du RGPD. Heu, Ça, c'est vraiment ça dépend des situations, on peut pas rentrer dedans. Attends, mais ça, du coup, juste pour, parce que moi, j'ai pas l'info là-dessus. Sur ce que les 3 éléments que tu viens de citer, si on devait juste se donner une définition, pour essayer de comprendre peut-être les enjeux, c'est quoi du coup, sous-traitant, co-traitant et le 3e? Responsable de traitement. Responsable de traitement? Tout ça, c'est du vocabulaire qui sont des définitions, données par le RGPD. Donc quand tu vas traiter de la donnée à caractère personnel, donc nom, prénom, adresse mail, photo, information bancaire d'une personne et cetera. Toutes ces données-là, ce sont des données à caractère personnel que tu peux traiter soit en qualité de responsable de traitement, ça veut dire que c'est toi qui es à l'initiative du traitement, tu as potentiellement collecté la donnée, mais en tout cas, c'est toi qui es responsable de ce traitement, qui définit ce qu'on va faire de cette donnée et qui va déterminer ensuite combien de temps tu vas la conserver, et cetera, selon quelle manière, pour quelle finalité est-ce que tu as collecté cette donnée et que tu la conserves. Sous-traitant, c'est, la personne qui va traiter cette donnée au nom et pour le compte du responsable de traitement. C'est parce que le responsable de traitement lui dit: «OK, toi, tu vas avoir accès à cette donnée» ou «Tu vas avoir accès à cette donnée parce que toi, j'ai besoin que tu y aies accès pour me rendre ce service-là». Ça, c'est le sous-traitant. Le sous-traitant, la relation de sous-traitance avec un responsable de traitement doit être encadrée, par un contrat, en tout cas dans le contrat, par des clauses de sous-traitance qui sont, très encadrées avec le RGPD, donc qu'on doit retrouver dans un contrat et qui indiquent quelles sont les obligations du sous-traitant, ce qu'il doit faire et cetera pour rendre des comptes et cetera au responsable de traitement et la co-traitance, par exemple, ou le co-responsable de traitement, c'est quand les 2 vont traiter en même temps en qualité de responsable du traitement des données personnelles. Donc OK. les 2 seront responsables. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le responsable du traitement, c'est lui qui est responsable, vis-à-vis des personnes finales, et donc c'est lui qui répond si jamais il y a une fuite de données, ce sera lui qui sera responsable. C'est important d'avoir ça en tête. Donc c'est pour ça que quand vous travaillez avec des sous-traitants, si vous encadrez pas tout et qu'il y a une fuite qui vient du sous-traitant, c'est le responsable du traitement qui sera responsable de ça si ça n'a pas été encadré, suffisamment contractuellement. OK, ouais, c'est intéressant d'avoir ces points en tête, Hem, effectivement, c'est des choses auxquelles on pense pas forcément, moi typiquement, je suis pas du tout expert RGPD et c'est pas des choses sur lesquelles, je vais d ouais, c'est pas des choses top of mind du coup qui vont apparaître dans les discussions avec mes partenaires. Heu Ouais. et si on parle peut-être de, tout ce qui est affiliation, donc mise en relation, quels sont du coup les points clés? Sachant que là-dedans, tu vois, ce qu'on vient de se dire, me dis, est-ce qu'il y a un focus aussi à faire en termes de RGPD? À qui tu peux faire de la mise en relation? Enfin non, pardon, tu fais des mises en relation, mais à ton partenaire, mais je veux dire, qui tu peux introduire, sous quelles conditions, pourquoi, et cetera. J'imagine qu'il y a des clauses comme ça qui existent qui sont encadrées par le RGPD. Ouais, alors déjà, ça dépend ce que tu entends vraiment par, affiliation et mise en relation. Si mise en relation, c'est présenter un partenaire, B2B, à un autre professionnel, tu peux faire une mise en relation, tranquillement sans qu'il y ait trop de contraintes, tu peux enfin, faut voir les modalités opérationnelles, mais si c'est uniquement pour de l'apport d'affaires, tu peux faire une présentation par mail en mode, «Hello Hippolyte, je te présente, Gabrielle, elle est avocate, et elle pourra intervenir sur ton podcast, ça peut être intéressant». Heu, Ça peut être une mise en relation et ça, c'est tout à fait possible. Après, tu peux avoir, sinon, une affiliation en mode, sur ton site internet, tu listes tes partenaires et si vous souscrivez à l'offre de mon partenaire A, vous obtiendrez un discount de 10 grâce à mon code de parrainage, Partnershift. Ça aussi, tu vois, ça va
cliquer, imaginons, sur le site de ton partenaire et là, tu as un lien traqué qui va suivre, pour être sûr que le partenaire vient bien de toi. Et donc ça, faut bien l'encadrer dans le contrat. Mais ça, tu vois, la donnée, en fait, comme le le client initial va devenir client de l'autre, en fait, tu as pas de relation d'échange de données. C'est pas toi qui vas transmettre la donnée, c'est le client lui-même qui vient de la donner. Là, du coup, j'imagine que sur ce cas, étant donné que c'est plutôt le lead potentiel fait une action, donc du coup, ça, j'imagine qu'il y a pas de sujet. J'étais plutôt pardon, du coup, pour préciser, ça arrive dans des partenariats. On regarde dans nos, en fait, on fait de l'overlap de CRM, c'est-à-dire on va regarder, donc il y a d'un côté Hippolyte, de l'autre Gabriel. On va regarder du coup nos CRM et moi, je vais te dire: «Ah tiens, c'est intéressant parce que, la boîte X, la boîte Y et la boîte Z sont clientes chez toi et elles sont en opportunité, chez moi et j'ai envie de les signer. Donc tu lui montres déjà ton CRM à l'autre, déjà. De manière bon, il existe des logiciels pour ça, hein, notamment un qui s'appelle Crossbeam qui permet de pouvoir identifier, quelles sont les opportunités chez moi qui sont clients chez toi. J'ai envie d'avoir une action et que toi tu me les introduises. Est-ce qu'il y a il y a un encadrement RGPD, là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on doit faire attention, sur des actions qu'on doit faire? Étant donné que toi tu as un lien contractuel avec tes clients, est-ce qu'il y a il y a un blocage du coup là-dessus? Est-ce que toi tu m'introduises ou, comment ça doit se faire? Est-ce il y a des sujets du coup en termes contractuels entre nous, là-dessus? Bah, déjà là, Pas du dans ta tout, mais situation, ça veut dire que tu vas divulguer à des partenaires, des clients existants. Peut-être que dans les contrats que tu as signés avec tes clients existants, il y a une clause de confidentialité qui prévoit que la relation contractuelle elle-même est confidentielle. Donc déjà, si c'est le cas, là, le simple fait que tu révèles que tu as comme client un tel, c'est un breach de ton contrat. Ça, premier point, juste confidentialité, si c'est prévu dans le contrat. Peut-être que ça l'est pas, hein, ça l'est pas systématiquement, mais il faut le vérifier. Ensuite, d'un point de vue, données personnelles, le fait que tu donnes accès à un tiers aux informations de données, enfin de personnes qui existent, donc des données personnelles de clients avec des adresses mail, des noms. Rien que ça, en fait, c'est déjà ça constitue un traitement. Même si tu as pas transmis les données à proprement parler, le simple fait qu'ils puissent les consulter, c'est un traitement de données à caractère personnel. Donc, il faut encadrer ce traitement-là, voir si c'est de la sous-traitance ou pas, ou si c'est de la pour l'instant, je pense que ça serait de la sous-traitance, mais il faudrait déjà l'encadrer. Et ensuite, si ton partenaire dit: «OK, je vois que ton client, c'est, machin bidule, je veux que tu me présentes machin bidule», là, tu peux très bien faire un mail avec, le responsable de machin bidule et dire: «Bonjour, monsieur de chez machin bidule, j'ai un partenaire qui aimerait beaucoup travailler avec vous. Voilà, je vous mets en relation». Ça, c'est possible, tu peux en fait, ça reste des professionnels. En revanche, si tu me parles de consommateurs, là, c'est autre chose, mais je pense que c'est moins votre situation quand même. ouais, c'est moins la situation, on est beaucoup plus sur du partenariat B2B. Là, je vois que dans le chat, tout le monde est un peu en panique parce que la pratique, c'est vrai que du coup, dans ce genre de cas, et je l'ai encore fait ce matin, je regarde du coup sur ce logiciel Crossbeam et je partage du coup mes clients, il y a un overlap, on se dit bon, quels sont les comptes qu'on va pouvoir travailler? Et là, tu viens nous dire juste avec, oui, en fait, s'il existe une clause de confidentialité enfin, entre mon entreprise et nos clients, là, du coup, je suis en PLS, tu vois. Je sais pas si elle existe. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on est en train de faire du bricolage sur quelque chose qui n'est pas, peut-être potentiellement pas trop légal. Après, bon, j'imagine que ça ne, Il y a la réalité, il y a le contrat, ce qui est légal et la réalité. Je pense que tout n'est jamais tout n'est jamais ça fait rien ce que je veux dire, mais je pense que tout le monde n'est pas tout le temps dans la légalité. Donc il faut aussi se déstresser par rapport à ça. bien sûr. Il faut tendre vers la légalité, ça évite de nombreux problèmes. Mais voilà, après il y a ce qui se fait en réalité, dans la pratique et est-ce qu'il faut en avoir conscience pour savoir si vous prenez ce risque ou pas? Et voir si ce risque est acceptable. Et après, c'est la vie de l'entrepreneur de prendre des risques malheureusement donc et il faut juste avoir conscience que c'est un risque potentiel et voir jusqu'à où, et enfin, les conséquences de ce risque. OK, et donc ça, du coup, il y a donc avant de faire ça, à minima, quand on commence des discussions, ta recommandation, j'imagine, c'est signer un NDA pour qu'au moins il y ait pas de divulgation, qu'il y ait plutôt une culture, enfin, j'allais dire une culture du secret, mais pas du tout, mais je veux dire un encadrement légal des discussions, c'est ça? Ouais, alors moi je recommande quand même, je vois, des posts LinkedIn qui disent, «Signer un NDA ça sert à rien». Non, je suis pas d'accord. Heu, il faut avoir en tête que le NDA c'est pas un super ingrédient magique, non.
Le NDA, c'est juste un outil qui va permettre d'encadrer, les discussions et déjà de faire prendre conscience aux partenaires que, OK, on va se révéler des informations qui sont sensibles, qui sont stratégiques et on veut considérer qu'elles sont confidentielles. Ça veut dire qu'on veut pas qu'on aille les répéter. Ce que j'ai su du partenaire B grâce à ces discussions, j'ai pas le droit d'aller les divulguer à quelqu'un d'autre. C'est normal. Donc le NDA permet d'encadrer ça et permet de dire, que si jamais effectivement je vais divulguer des informations, que j'ai apprises lors de ces discussions à un tiers, j'engage ma responsabilité. Pourquoi est-ce que souvent on lit que les NDA ne servent à rien? Heu, c'est parce que il peut être très difficile de rapporter la preuve que telle information qui a été, divulguée, provient de cette discussion-là, provient de cette personne. Pour ça que moi je recommande, une fois qu'on a effectivement signer un NDA, que je recommande de signer au début des discussions, c'est important. Hem, il faut essayer de se ménager des preuves, de préparer des preuves de que telle information qui est particulièrement sensible, ça vient de vous. Donc si vous divulguez à l'oral, une information pendant un call ou pendant un rendez-vous en physique, après ce rendez-vous, faire un petit mail avec: «Pour info, nous avons abordé ces différents points. Les sujets concernant tel et tel et tel thème sont strictement confidentiels et sont couverts par, notre NDA que nous avons signé». Ça, au moins, ça permet de prouver que ça vous avez bien divulgué cette information-là. Ça permettra au moins de se ménager la preuve et je pense que ça vient peut-être un peu calmer les ardeurs de certains partenaires qui seraient, assez enclins à vouloir, donner des informations confidentielles à d'autres partenaires potentiels. C'est super intéressant ce que tu dis. Donc, effectivement, bon, je pense qu'aujourd'hui, on met tous des IA pour enregistrer, nos calls. Enfin, je sais pas Bah oui, tous, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'enregistre quasiment tous mes calls, bah oui. heu donc au moins ça constitue potentiellement une preuve, j'imagine et encore que je Carrément sais pas. et bah, si parce que tu vas avoir ton enregistre en fait, si tu signes avant et que tu dis que toutes les discussions sont confidentielles, cette discussion qui est enregistrée, on sait qu'elle est confidentielle. Donc tu as la preuve que ça vient de toi à tel moment a avec ce partenaire. Donc tout ce qui est compris dedans, c'est confidentiel. Ça, du coup, d'ailleurs, juste, je mets une parenthèse, mais si j'enregistre, est-ce que je dois demander l'autorisation en enregistrant, le call avec une IA ou pas? Ou alors est-ce que c'est encadré par le NDA? Alors, tu peux l'encadrer par le NDA au préalable si tu veux. C'est-à-dire qu'il faudra que tu rajoutes une clause dans ton NDA, en mode les parties, s'autorisent expressément, à enregistrer, leurs conversations, par des outils IA, lorsque les conversations sont, en visio et cetera. Tu peux. Au moins tu auras l'accord, vraiment très, facile à prouver ou alors avant le call, tu envoies un petit message en mode, «Est-ce que je pourrais enregistrer, ou dans l'invitation, tu demandes: «Est-ce que tu pourras enregistrer, le call, avec ton outil IA?» C'est mieux d'avoir l'accord, par écrit, enfin, on est toujours sur des histoires de preuves, en fait, donc si tu as l'accord écrit, c'est mieux. Comme ça, au moins, si jamais il y a un contentieux, tu pourras exploiter cet enregistrement. Sinon, le risque, que tu ne puisses pas l'exploiter. OK, c'est Bah, bon ça à rajoute pas mal savoir. de contraintes, hein, opérationnelles, hein. Je sais qu'en pratique, il y a la flemme et on a envie d'être cool, toujours avec un partenaire, de montrer qu'il y a la confiance et du coup, si jamais on envoie un NDA, oh là là, il va croire que je lui fais pas confiance. Alors non, il faut quand même avoir en tête qu'envoyer un NDA, hem, s s on a souvent l'impression que c'est un signe de frilosité ou, on de manque de confiance à l'égard de l'autre. Si le NDA est rédigé de manière bipartite et bilatérale, c'est-à-dire que les 2 parties sont engagées à garder confidentiel ce que l'autre partie lui communique, c'est pas un signe de frilosité. Au contraire, c'est un signe de sérieux qu'on prend au sérieux les discussions qu'on va avoir avec le partenaire et que, parce qu'on y croit et parce qu'on va se divulguer des informations, assez sensibles, on veut se protéger et signer ce NDA. Donc voilà, il faut avoir ça en tête quand même, c'est important pour rassurer votre partenaire. Ouais, c'est clair et si on repasse aussi rapidement, donc on a parlé d'intégration tech. Je reviens du coup sur les spécificités des contrats, mais on a vu intégration tech, distribution revente, mise en relation. Quid, sur sponsoring/, co-marketing? Là, il y a c'est plutôt une question, enfin, de protéger, l'image, l'utilisation de l'image, le message et cetera. Quelles sont du coup peut-être les spécificités d'un contrat comme celui-ci? Il y a beaucoup de différents, heu, types de sponsoring, et co-marketing. Donc, à chaque fois, il faut bien voir qu'est-ce qu'on attend, précisément du sponsor. Heu, l'image de marque,
hyper, important de la respecter. Donc déjà, avoir prévu le fait d'autoriser le partenaire d'utiliser le logo, ou le nom du pa de son partenaire, surtout si c'est déposé à titre de marque. Il faut qu'il y ait une licence ou une autorisation express qui soit prévue dans le contrat, ça c'est très important et prévoir des garde-fous sur, comment est-ce qu'on peut faire référence à l'autre partenaire et surtout qu'est-ce qu'on n'a pas le droit du tout de dire sur le partenaire. Donc pas porter atteinte à sa notoriété, mais ça veut dire quoi concrètement? Est-ce qu'il y a des sujets avec lesquels on peut l'associer ou non? Heu, Si je veux faire, du sponsoring, enfin, par exemple, si moi, je veux être sponsor de Partnershift, heu est-ce que j'ai envie de figurer sur, les posts LinkedIn uniquement ou est-ce que aussi sur la newsletter et cetera? Donc envisager tout, l'opérationnel, et dire que, bah, moi je veux pas avoir mon nom de sponsor apposé, sur un podcast qui traite, des sujets de violence ou de harcèlement par exemple. Heu, mais que dès qu'on parle de sujets de partenariat, B2B, je veux, être nommée. Voilà, par exemple. Il faut bien encadrer tout ça, en fait. Ouais, bien sûr, moi, c'est intéressant et j'ai un dernier typologie de contrat, en tête. Tu sais, il peut y avoir des partenaires de services, donc c'est-à-dire qu'ils utilisent, en fait, je vais aller exemple, pour donner un peu plus de contexte, je suis une solution, dans l'e-commerce. Je m'adresse aux marchands. Je sais que les marchands vont voir des agences. Donc je vais demander d'avoir celui auprès des agences qu'elles puissent faire de la recommandation de mon outil, mais aussi développer des offres, en plus dessus. Donc c'est sur une certaine manière de la distribution, mais eux rajoutent potentiellement, ils vont être payés pour faire, soit, implémenter du coup la solution chez le client ou alors former du coup le client ou alors, hem, faire du conseil, sur l'utilisation de la solution, sur de la maintenance, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des cas spécifiques, du coup là-dessus ou sur la création du contrat de partenariat ou pas? Je saurais pas te répondre là de manière, très claire. En fait, ça va vraiment dépendre de opérationnellement comment ça se passe, concrètement et là, le contrat devra le refléter. Mais là, tu dis que ça serait sur une page de j'ai pas compris ce que tu as dit, excuse-moi. Non, pardon, du coup, c'était sur un cas spécifique, ce qu'on appelle des partenaires de services qui, Ouais. en gros, en fait, qui peuvent soit, revendre du coup enfin, tu vois, soit ils poussent du coup ta solution et eux vendent, en fait, si tu veux, ils poussent la solution, mais en vendant du coup une offre, de conseil, dessus et ces offres de conseil peuvent être soit moi, agence, je fais un partenariat avec toi, Gabriel, et en fait, je vais, implémenter du coup ta solution du coup chez le client ou Ouais. alors je vais, utiliser cette solution, si tu Pour veux, fournir mon service. pour fournir du coup mon service et donc je vais Mmh. fournir du conseil. Ça peut être par exemple des Ouais. experts comptables qui vont utiliser une solution en fait, comptable qui va être payée et utilisée par l'entreprise, mais moi Mmh. je fais mon conseil du coup Bah sur oui. cette solution. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Est-ce tout qu'il y à a des fait. cas il y a des cas du coup là-dessus sur spécifiques sur le contrat ou pas? Avant de passer à la Non. suite. Enfin, en fait, ça va vraiment dépendre du coup, effectivement, si, tu vas faire de la distribution, donc que toi, tu vas revendre la solution à ton client ou pas. Est-ce que tu vas juste l'implémenter ou l'utiliser toi de ton côté? C'est-à-dire que c'est toi qui y as souscrit ou est-ce que c'est ton client qui l'utilise? Toi, tu demandes juste une licence d'utilisation pour accéder aux données de ton client. En fait, tout ça va dépendre de opérationnellement qu'est-ce que tu fais de cette solution? Est-ce que c'est toi qui es à l'origine ou est-ce que tu vas utiliser celui de ton client pour ensuite encadrer ce point dans le contrat? Donc je peux pas te donner de réponse universelle, ça va vraiment dépendre de ce qui se passe en pratique. En fait, malheureusement, le droit dépend toujours de ce qui se passe en pratique, hein. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que une fois que là, on a parlé de la construction du partenariat, mais une fois qu'on s'est bien mis d'accord sur, heu, comment est-ce que le partenariat va fonctionner, c'est seulement là, une fois qu'on s'est mis d'accord sur tous ces points, qu'on peut songer à rédiger le contrat et que là, faut mettre les juristes ou les avocats dans la boucle ou utiliser votre template que vous pimpez à balle, sur ChatGPT. Écoute, c'est très très clair et si on passe à la suite, parce que je pense qu'il y avait un sujet important qu'on avait préparé, c'était tout ce qui est legal management, comment on organise la rédaction, la validation du contrat sans qu'il y ait de bloqueur, donc c'est qui rédige, qui valide, comment est-ce qu'on fait pour, gagner du temps? Puisque généralement, quand on commence à Bah passer oui, sur cette phase, enfin, on se tape dans la main avec un partenaire et généralement là, il nous emmène sur un voyage d'un, 2 d'un, 2 ou 3 mois le temps de bah ouais. revoir le contrat, revalider, faire signer. Voilà. Quelle est du coup, toi, la meilleure organisation, sur, ce legal management? Alors déjà,
il y a un aspect à prendre en compte, c'est qui est ton partenaire? Si ton partenaire en face, c'est un grand compte, heu, il faut savoir que ça va durer plusieurs mois parce que souvent l'équipe juridique derrière va obligatoirement passer dedans, hem et c'est pas les plus réactifs, malheureusement. Donc il faut avoir ça en compte. Heu, Après, moi, je déconseille de se dire: «Oh là là, si jamais il y a les juristes qui vont dans la boucle, que ça va prendre 1000 heures», ne faisons pas de contrat. Ça, c'est une fausse bonne idée parce qu'on peut très bien commencer le partenariat sans contrat, sans contrat. C'est tout à fait possible. Si on met par écrit, par mail, de manière très claire les modalités du partenariat, un échange de mails entre professionnels vaut contrat. Donc, je préfère qu'on commence un partenariat sur cette base et qu'en parallèle, on rédige le contrat pour qu'ensuite, on signe le contrat et qu'on le fasse rétroagir. Ça, c'est tout à fait possible. Moi, je recommande de faire ça si jamais vraiment il y a une urgence. Mais avancer comme ça sur plusieurs mois sans contrat, c'est beaucoup trop dangereux. Ça, par exemple, du coup, si on s'arrête juste 2 minutes, parce que c'est un bon tips, moi j'ai jamais fait, mais mais tu mets quoi du coup dans ce mail? Juste peut-être les certaines conditions ou comme ce que tu as dit, donc selon la discussion qu'on a eue, on va commencer à avancer et du coup mon engagement, je vais t'envoyer, je sais pas, je on va faire un événement, moi je paye tant et cetera. Enfin, qu'est-ce que tu mets dans ce mail? Bah, tous les documents, tous les aspects dont on a discuté, depuis le début de cet enregistrement, donc les obligations de chacune des parties, les conditions financières, la durée, voilà, tous ces aspects-là qui sont vraiment fondamentaux au partenariat. En fait, limite, vous mettez tout quoi, dans un PDF, vous le joignez au contrat. Voilà, on va commencer à telle date, en parallèle, on va rédiger le contrat, mais là, on commence sur cette base. Déjà, s'il y a ça, heu c'est très, très clair, hein, c'est très bien et ça va être une très bonne base pour le contrat, pour ensuite aider, les plus juridiques à rédiger le contrat. Bon bah du coup ça c'est OK, thanks du coup pour l'info et donc là, on a commencé, on a ce premier mail du coup qui commence à engager et après on se disait du coup par la suite comment, organiser du coup, la suite sur le legal management? Ouais, du coup, moi je recommande quand même de bien fixer, ensemble toutes les modalités opérationnelles du contrat. Une fois que vous êtes clair sur tout ça, heu, on peut mettre le juridique dans la boucle. Parfois, il y a peut-être quelques exceptions. Si le partenariat est un peu tordu, ça peut être intéressant de mettre, le juridique dans la boucle parce qu'il peut y avoir un aspect hyper réglementé que vous avez pas vu et en fait, ça peut mettre tout de suite un gros stop à la discussion. Mais bon, si jamais c'est un partenariat assez classique que vous avez l'habitude de faire, ne pas mettre tout de suite le juridique dans la boucle, mais d'abord se focus avec votre opérationnel, chez le partenaire sur, les modalités et une fois qu'on est d'accord, là, on met le juridique dans la boucle. Donc se demander avec le partenaire: «OK, maintenant qui va rédiger le contrat? Est-ce que c'est mon juriste, mon avocat ou est-ce que c'est le tien?» Vous avez bien sûr intérêt à ce que ça soit de votre côté que ce soit rédigé. Ça ira plus dans votre sens, c'est mieux, vous aurez la main sur la rédaction, plutôt que de faire une revue. Mais parfois, vous n'avez pas le choix. Parfois, si c'est un grand compte derrière, vous allez devoir faire une revue, ça va être compliqué de lui imposer votre modèle de contrat. C'est pas très grave, on peut le revoir et on peut le négocier. Tout se négocie. S'il y a un partenaire qui vous dit: «C'est ce contrat, tu peux pas le négocier», là, faut pas y aller, hein. Enfin, surtout si vous comprenez pas les termes du contrat et que c'est pas forcément adapté ou pas du tout adapté à ce que vous vous êtes dit avec votre partenaire initial, surtout, on n'y va pas. C'est mauvais signe. Faut pas y aller. On signe pas et on conclut pas le contrat. Tant pis, il y a c'est un mauvais signe. Donc voilà, se dire qui rédige et commencer la rédaction soit avec votre juriste, soit avec, un avocat, je recommande ou alors partir de votre base, de contrat, et la rédiger, l'adapter au plus possible pour que ça colle aux modalités opérationnelles que vous vous êtes dit. Je recommande quand même de passer par un avocat parce que ça sera bien rédigé, il y aura pas de contradiction et surtout, il pourra spotter s'il y a des points spécifiques juridiques qui doivent être mis, notamment d'un point de vue données personnelles, c'est des aspects qui sont très techniques. D'un point de vue propriété intellectuelle, les éventuelles exclusivités aussi que vous voulez imposer, parce que dans les partenariats, il y a beaucoup de sujets d'exclusivité, mais c'est quand même un point qui est très encadré parce qu'on vient restreindre la concurrence et en droit européen, le droit de la concurrence peut pas être, trop restreint. Donc il faut respecter certaines règles, que, on maîtrise pas forcément quand on connaît pas les aspects juridiques. OK, très clair. Écoute, j'ai encore plein de questions et mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de questions dans le chat donc je te propose qu'on passe du coup sur le chat et puis si certains veulent rester un peu, on pourra réaborder du coup d'autres questions. Très bien. Ouais et puis surtout, même si, ça prend fin après, trop tôt et qu'on n'a pas eu le temps de répondre à vos questions, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn et on peut continuer après les discussions, dessus s'il y a besoin.
Ouais, bien sûr et si certains veulent repasser, je maintenant du coup, je diffuse les replays, en podcast et sur YouTube. J'ai lancé du coup une newsletter qui s'appelle Partnership Way, donc je vous enverrai du coup le lien, n'hésitez pas à vous abonner et vous aurez accès, à chaque fois toutes les 2 semaines au replay, enfin replay, podcast et une petite, mini synthèse. Voilà. Bref, sans plus attendre, passons aux questions. Là, je remonte du coup tout le chat, il y en a eu beaucoup. On va peut-être déjà commencer, par, Thomas qui nous disait: «Si nous avons 2 dynamiques de collaboration avec un même partenaire, referral, et revente, que conseilles-tu? Un seul contrat couvrant les 2 ou 2 contrats séparés?» Ça dépend déjà, est-ce que ça part à pas? Est-ce que les 2 contrats couvrent, les la même durée? C'est tout à fait possible d'avoir un seul et même contrat. Ce qu'il faut, c'est que le document soit le plus clair possible. Si c'est techniquement, opérationnellement possible de faire un document clair, où il y a pas d'ambiguïté sur les obligations des parties, on peut faire un seul et même contrat. Moi, ça me dérange pas du tout, plutôt que 2 contrats, spécifiques. Là, pour le coup, c'est plus un sujet, un peu juridique. Ça va dépendre de celui qui vous accompagne, s'il trouve ça plus adapté de faire un seul ou 2 contrats. Ouais, bien sûr. Alors il y a une blague de Kevin qui nous dit: «Tu as signé un contrat avec Gabriel pour diffuser la vidéo en replay». Alors, écoute, Gabriel, on se retrouve, a après on va designer un contrat. Ouais, pas de problème. Ouais, je vais essayer de faire ça dans les règles de l'art. Après, Bon, tu sais, c'est les cordonniers les plus mal chaussés, hein. néanmoins, il nous pose la question: «À quelle étape de la collaboration souhaites-tu, de signer le contrat?» Ah, quand est-ce qu'on signe le contrat? Bah, du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que idéalement, il vaut mieux le signer avant que le partenariat commence. Mais si le contrat est pas prêt, et qu'il y a une urgence absolue à commencer le partenariat, tant pis, il y a pas de contre-indication. On peut commencer, le partenariat, les modalités opérationnelles sans avoir le contrat. Mais en parallèle, on se dit que: «Allez, on se bouge, on rédige le contrat et on le signe, on le fera rétroagir». Donc idéalement, dans le meilleur des mondes, on discute, on négocie, ensuite on se met d'accord sur les termes, on rédige le contrat et hop, trop bien, on a rédigé le contrat, c'était rapide, ça a duré 1 mois, même pas et là, on lance, le partenariat et si c'est pas possible, bah, c'est pas possible, tant pis, on va pas s'empêcher de faire du business, pour ça, quoi, Le contrat, doit être un outil pour vos opérations, pas un frein. Donc voilà, faut avoir ça en tête. OK, très clair et il demandait est-ce qu'un mini contrat type NDA peut faire le job au démarrage de la collaboration? Bon, je remets cette question, mais tu avais déjà répondu avec le type de faire un mail puisque tout échange professionnel, est, un engagement comme un contrat. Tout Je sais à pas si fait. tu quelque chose à rajouter là-dessus? Non, après, tu vois, par exemple, si tu veux commencer le partenariat, tu peux signer le NDA et pimper le NDA en disant dans le cadre des discussions en fait, le NDA, ça recouvre souvent les discussions donc heu, il faudrait non, mais enfin, c'est très bien le tips du NDA plus le mail à côté en parallèle, c'est très bien. Alors on a Gilles qui nous demande: «Peut-on fonctionner dans un mode contrat avec des conditions standards, propriété, droit, communication, résiliation, et jouer sur les annexes pour adapter les sujets, sales, engagement, KPI?» Aucun problème, c'est possible. Après, il faut juste quand même vérifier que le cœur du contrat corresponde, quand même, à ce que vous voulez faire. Faire prévaloir les annexes sur le cœur du contrat. Ça, c'est important parce que si jamais le contrat, dit une chose et que vous prévoyez des annexes, mais que le contrat indique, que le cœur du contrat prévaut sur les annexes, bah, vos annexes, elles auront servi à rien. Petit Ouais, tips, ça a beaucoup juridique là, pour le coup. Donc faut bien regarder la hiérarchie juridique entre les différents documents contractuels, très important. bah, tu vois, je savais pas ça. OK, c'est intéressant. On a Thomas du Sara qui nous demande qui nous dit: «Pour les alliances stratégiques avec des hyperscalers type, cloud, AWS, Microsoft, souvent on doit passer par les USA, siège social des grands clouders. Ils Ouais. demandent de suivre leur contrat de tribunal compétent et sous la loi US. Que conseilles-tu là-dessus?» Alors attends, je regarde parce que comme il y a des gens qui posent des questions, ça m'envoie tous en bas. Que conseilles-tu là-dessus si notre siège social est en France? On suit leur contrat ou on demande des aménagements? Quel est ton point de vue sur ce type d'agrément? Alors,
Tu vas clairement pas négocier avec AWS et Google Cloud, donc tant pis, de toute façon, c'est des contrats, qui sont quand même très bien rédigés. D'un point de vue, data, c'est méga safe de passer par eux. Ils ont prévu toutes les spécificités, pour, le territoire de l'Union européenne, donc non, on négocie pas. En revanche, si tu as un logiciel, qui est hébergé, aux US et que, c'est un petit hébergeur, ou en tout cas un petit éditeur de logiciels qui est derrière, là, tu peux négocier. En fait, tout dépend de qui il y a derrière. Est-ce que c'est négociable ou pas? Est-ce que ça vaut le coup de négocier? Heu, à voir. Et puis aussi voir si jamais derrière le mec, il est pas du tout ceinture bretelle niveau protection de la donnée, parce que c'est un petit éditeur, qui a pas eu le temps de se pencher là-dessus. Là, je déconseille de passer par lui, mais plutôt de privilégier un autre éditeur. OK. OK, très clair. On a Julien qui nous demande: «Est-il nécessaire dans le cadre d'un contrat technologique, un contrat API en plus d'un contrat de partenariat? Un éditeur qui dev une app marketplace complémentaire dans un, ERP, par exemple». Est-il nécessaire de vous faire quoi? Je te Désolée, j'ai remets pas du coup compris la la question. question, Dans est-il un contrat API en plus du contrat de partenariat? En fait, ce qui est idéal, c'est de prévoir dans un seul et même contrat toutes les modalités opérationnelles. Donc on peut très bien prévoir une clause relative, à une licence sur, une API dans, ce contrat de partenariat. Moi, je recommande quand même de bien tout mettre dans un seul contrat bien ficelé plutôt que d'avoir des contrats qui se surexposent, après on comprend plus rien, dans la hiérarchie et cetera, c'est galère. OK. Alors je suis désolé Gabriel, mais on n'a jamais eu autant de questions sur, heu, C'est sur cool! sur un webinar, donc c'est-à-dire que le sujet est très cool. Très Potentiellement, on en bien, fera un autre. avec Hem, plaisir. Dans Dans un un contrat de contrat de distribution distribution logicielle. logicielle, est-il possible de limiter la clientèle géographique, mes profils types et d'interdire la vente active en dehors de ce périmètre? Complètement, tout à fait possible. Il faut bien l'encadrer, il faut que la clause soit bien rédigée, mais tout à fait possible. En plus, souvent, tu peux prévoir une exclusivité à ton partenaire pour cette distribution. Donc, tu peux justifier le scope géographique et le scope de la clientèle visée, pour cette exclusivité. Après, s'il y a pas d'exclusivité, tu peux aussi, prévoir que, il peut distribuer que sur un territoire géographique, déterminé et à une clientèle déterminée. Pas de problème pour ça. Il y a une question: «Que penses-tu de One NDA?» C'est je sais pas ce que c'est. Je connais pas non plus OneNDA, j'imagine que c'est un site qui te fait des NDA automatiques. Je peux pas te répondre, je connais pas, mais faut faire attention quand même aux templates de NDA qu'on peut trouver sur internet. Moi, ce que je vous recommande, c'est quand même de privilégier les NDA, bilatéraux, bipartites qui imposent aux 2 parties, des obligations de confidentialité. Ça permet quand même, d'assurer, hem, un certain équilibre. Après, si vous êtes le seul à divulguer des informations confidentielles, je recommande, ça peut être envisageable de prévoir une clause pénale, c'est-à-dire une clause pénale, c'est une sanction si jamais il y en a un qui enfin la partie en face divulgue des informations confidentielles. On prévoit que, c'est qu'il y a une pénalité financière qui sera redevable automatiquement, sans avoir à passer, devant un juge qui va dire si oui ou non, le il y avait un préjudice qui a été subi et de déterminer le montant du dommage subi. Là, il y a pas besoin, donc on fixe tout de suite que si jamais tu divulgues mes informations confidentielles, bah, tu me dois 10 000 €. C'est possible, ça c'est très, très dissuasif. C'est envisageable quand vous passez, quand vous êtes le seul à divulguer des informations confidentielles. Donc, heu, là, Kevin, tu dis que OneNDA, c'est vendu comme standard dans l'industrie tech et c'est bien MNDA. OK, bah, j'ai pas eu le temps de le parcourir, mais, tu peux passer par ça, si effectivement, ça couvre bien. Ce qui est important dans un NDA, ça très, très opérationnel, et pratique comme conseil, c'est de lister le type de données que vous pouvez être amené à divulguer et qui sont couverts par la confidentialité et surtout de bien écrire le contexte des discussions. Ça, c'est important parce que plus on donne du contexte, signer un document tel quel, ça n'a aucun intérêt. Il faut vraiment le personnaliser au plus possible. Donc moi, c'est ça ma recommandation. Si vous prenez des templates tout faits, personnalisez-les au maximum. C'est important. Ouais, c'est Et clair. et bien sûr, faire le petit tips dont on a parlé tout à l'heure avec Hippolyte, le petit mail, en mode, voilà, ces informations dont on a parlé, c'est couvert par le NDA et lisser des informations. On a une question de Laetitia sur l'utilisation de la marque si on fournit une landing page dédiée aux partenaires précisant comment utiliser le logo de notre société. Est-ce suffisant? C'est suffisant si c'est bien, décrit, si on précise bien la durée, les conditions, les éventuelles, conditions financières, ou non.
Heu, donc pour qu'une li on parle de licence, en fait, quand on autorise un tiers à utiliser, des éléments, couverts, par une marque. Heu, il faut bien couvrir le scope géographique. Donc si c'est votre question elle est sur internet, bah, c'est le monde entier. La durée, les conditions financières qui peuvent être, gratuites et le fait que dans tous les cas, il faut pas porter atteinte, à la marque et cetera. OK. On a Thomas qui nous donne un petit conseil, mais on va le twister en question. Il dit: «Petit conseil à tous pour vos contrats partenaires, toujours dissocier votre partenaire programme du corps du contrat. Le partenaire programme est juste connecté au contrat. De cette façon, si votre partenaire programme évolue, votre contrat, renverra vers la dernière version et vous n'aurez pas besoin de refaire signer un partner agreement». Est-ce que ça, du coup, tu valides cette pratique ou pas? Qu'est-ce que vous entendez par partenaire programme? Là, j'avoue, je j'ai pas les connaissances opérationnelles pratiques, que vous avez là. Ouais, écoute, ce qu'on entend par, partner programme, c'est, du coup, en gros, c'est l'élaboration, en fait, d'un programme sur lequel tu engages tes partenaires sur des obligations, des actions à respecter et puis ils rentrent, tu vois, sur un tiering. Donc je dirais les trucs principaux, bronze, silver, or, OK, heu en fonction, du coup, des résultats, ils ont un certain statut. Donc, ce que j'imagine, c'est si tu pousses des certaines actions à certains résultats à avoir pour atteindre tel, niveau, en fait, de ton partenaire, dans ces cas-là, ça j'imagine, la question de Thomas, c'est étant donné que ça, tu l'as posé et que tu lis ton contrat, le corps du contrat à ton programme partenaire, dans ces cas-là, tu as pas besoin de refaire signer des contrats, mais juste tu fais évoluer ton programme partenaire. De l'autre OK, je côté comprends. Alors, en fait, tu peux avoir, les petites astuces, contractuelles, c'est qu'effectivement, si tu modifies le contenu de tes obligations, c'est comme si tu modifiais le contrat. Si tu passes, en revanche, contractuellement, par, des conditions générales plutôt qu'un contrat bipartite, c'est-à-dire des conditions générales qu'on accepte sur ton site pour faire partie de tes partenaires. Tu peux prévoir une clause dans tes conditions générales, relative à la modification de ces dernières et considérer que tu vas notifier les partenaires de la modification de tes conditions générales et que s'ils se sont pas, hem, s'ils n'ont pas résilié le contrat de partenariat en se retirant du contrat de partenaire, c'est considéré comme une acceptation des nouvelles modalités contractuelles. Ça, c'est un petit tips qui peut être, mis en place, mais après à voir si c'est adapté à la situation, si c'est bien des conditions générales ou pas et voir les modalités de modification des conditions générales qui ont été prévues. OK, Et c'est très un peu clair. technique, hein, là, ce que je suis en train de raconter, donc s'il y a besoin de faire un point, plus approfondi, on pourra en discuter en dehors si vous voulez. Effectivement. Ouais, n'hésitez pas à ajouter, Gabriel, sur LinkedIn et poser directement vos questions en DM. Donc il y a Cyprien qui nous demande comment gérer toutes les différences entre contrats lorsqu'on a des dizaines de partenaires. Faut-il un contrat lifecycle management type, Tomorrow, Konga, Mmh. Linksquare? Quelles sont tes recommandations? Ouais, moi je recommande, d'utiliser ce type d'outil, c'est hyper pratique. Ça vous permet de voir déjà d'un point de vue, durée, où est-ce que vous en êtes. Après, s'il y a des obligations spécifiques qui ont été, négociées avec tel ou tel partenaire, par exemple une exclusivité, bah, de pas risquer de passer à côté ou des obligations de confidentialité, particulières. Je recommande quand même d'avoir ce type, de d'outils. Hem c'est important, ça vous permet de savoir aussi quelles obligations vous êtes tenu de faire, à quel moment, pour pas passer à côté de certains délais. Donc ouais, je recommande à fond ça. OK, trop cool. NGT, je sais pas comment tu t'appelles, désolé. À partir de quel montant l'échange des modalités, par mail n'est pas suffisant? Il y a pas de montant précis, mais dès que c'est quand même, un contrat qui est important, pour vous, qui est assez sensible et qui représente une certaine somme pour votre société, là, c'est quand même bien de faire un contrat, en bonne et due forme. Heu, mais encore une fois, avoir un contrat signé, si c'est un contrat qui est rédigé n'importe comment, ou qui reflète pas la réalité de votre partenariat, ça sert à rien. Donc on se dit qu'on signe un partenariat, mais bien rédigé, sur des bonnes bases, idéalement revu par, un juriste ou un avocat qui sait de quoi on parle, quoi. Ouais, c'est clair. Et on a une dernière question de Laetitia qui nous demande comment justifier le fait que notre entreprise impose son contrat? Alors, bah, ça, c'est une bonne question et bon, quand tu es, AWS ou Google, c'est facile d'imposer ton contrat, tu un mastodonte, tu incontournable donc voilà, c'est un contrat d'adhésion, point barre, on négocie pas. Si après ton contrat de partenariat, il a été rédigé, de manière ultra personnalisée,
parce que tu as des spécificités, propres à toi dans ton modèle de partenariat et que le contrat le reflète complètement, bah, en fait, c'est justifié de partir de ton contrat parce que il est complètement adapté à la situation. Donc après, on peut le négocier, hein, ça n'empêche pas qu'on le négocie, mais on peut repartir de ta base parce que, bah, elle a été travaillée pour, quoi. Mais, je recommande quand même d'ouvrir à la discussion certaines négociations. Il y a des clauses, elles seront fortement rédigées de manière favorable à vous, elles peuvent ne pas convenir forcément et il faut pas être fermé à la négociation. Et ça, par exemple, du coup, c'est une des questions que je m'étais notée, mais comment négocier efficacement, tu vois, sans bloquer le deal? Est-ce que tu as des tips, pour faire avancer, les négociations, pour un contrat? Pas forcément. En fait, ça va dépendre de ce qui est négocié. Quelles sont les clauses qui sont négociées? Est-ce que c'est des aspects purement juridiques? Quel est l'impact de cette négociation, juridique? Par exemple, dans les contrats que tu peux avoir, tu as des clauses de changement de contrôle qui t'imposent, d'obtenir l'accord préalable de ton partenaire si tu changes de contrôle. Mais imaginons, toi, tu es une boîte qui va lever des fonds. Si tu lèves des fonds, tu as un nouvel investisseur qui rentre au capital, c'est possible que tu changes de contrôle et si tu dois obtenir l'accord préalable, de du partenaire en face pour faire ça, en fait, ton contrat, il risque de mourir, parce que tu vas lever des fonds. Donc c'est pas forcément adapté. Ça, c'est une clause qui est justifiée, qu'on justifie, de négocier. Heu, Après, il y a des clauses qui s'imposent à toi par des grands comptes, les clauses, anticorruption, et trucs comme ça. Bon, bah, là, de toute façon, c'est pas négociable, donc c'est la politique groupe, tu vas les accepter. Les modalités de paiement aussi, parfois, il y en a qui vont t'imposer des délais de paiement de 10 jours. Bah, toi, tu as pas la trésor, en fait, sur 10 jours, tu vas pas pouvoir respecter. Bah, ça, tu le négocies. Il faut vraiment voir ce qu'il y a opérationnellement, ce que tu peux accepter et juridiquement, si c'est acceptable ou pas. Donc malheureusement, il n'y a pas de règle, c'est vraiment du cas par cas, en fonction du partenaire en face, de la situation, de combien vaut le contrat. La marge de manœuvre de négo, ça dépend de la situation et du contexte. OK et ta best practice, c'est que, quand on a commencé à discuter ensemble OK, le cas, c'est on est tous les 2 en par enfin pas enfin, on est tous les 2 en discussion. C'est toi qui vas rédiger, du coup, le contrat. Pour le coup, je vois que dans les discussions, il y a des choses qui ont pas été nommées. Mmh. Ta recommandation, c'est quoi? C'est plutôt travailler, par exemple, sur un Google Doc, de surligner, de mettre des commentaires? Comment, avancer pour que ce soit clair, impactant, précis et qui permette de pouvoir avancer vite? Ah bah, super bien d'avoir un Google Doc. Déjà, moi, je recommande avant de rédiger le contrat, de travailler éventuellement sur un Google Doc, avec la pour fixer les bases du partenariat. Comme ça, tout le monde est d'accord, tout le monde a pu travailler dessus et tout le monde a pu mettre, c'est un peu ses spécificités et ensuite pour le contrat, vous pouvez effectivement le partager en Google Doc pour que chacun puisse mettre des commentaires dessus. Voilà, ça, c'est propre à chacun, et s'il y a des avocats derrière, est-ce que c'est que les avocats entre eux qui vont négocier après le contrat? Il y a des techniques parfois de négo, hein, où est-ce que, chacun a son propre avocat, mais on passe d'abord entre nous, direct avec les avocats et après l'avocat renvoie à son client le contrat et qui ensuite, le renvoie à son partenaire. Voilà, ça dépend de ce que vous voulez faire. Tout est possible. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu as un petit tip là-dessus? Enfin, OK, parce que je pense à un truc assez précis, c'est moi, ma manière du coup de gérer du coup des contrats, j'essaie toujours de me dire: «OK, je veux que les choses avancent. Pour que les choses avancent, je vais surligner les phrases qui me correspondent pas et je mets du coup ce qui moi me correspond pas et Mmh. propose une formulation au-dessus où la Ouais, ça, c'est personne a juste super, à dire genre OK ou pas OK». carrément. Est-ce que Ça, tu as c'est des très tu bien. des tips là-dessus? Ouais? Ça, c'est très bien de faire ça, en fait, c'est faut être force de proposition. Un contrat qui revient avec juste des choses barrées, sans explication, c'est pas, constructif. Il faut pouvoir comprendre pourquoi la telle clause ne va pas, pour qu'ensuite la personne en face puisse soit accepter, soit moduler, en tout cas, aller dans le sens du partenaire si c'est envisageable. Mais si on comprend pas pourquoi ça a été refusé, on va pas permettre d'avancer. Donc, oui, il faut toujours avoir une démarche constructive. Et j'ai 2 dernières questions, après on va clôturer parce que on a dépassé un peu. La première, c'est comment faire évoluer ou modifier le contrat, dans le temps? Tu vois, sans repartir de zéro. C'est-à-dire que tu es arrivé à la fin de ton contrat, tu dois le faire évoluer parce que tu as changé, ton partenaire programme a évolué ou la taille de ta boîte a évolué, tes clients ont évolué. Enfin bref, il y a des choses qui ont évolué et tu dois faire évoluer le contrat, voire, renégocier du coup les marges. Comment tu le fais évoluer ou modifier le contrat? Le mieux, c'est de prévoir un avenant. Donc un avenant, c'est un document qui vient modifier certains aspects du contrat. Heu, il faut prévoir bien à partir de quand est-ce que, ces modifications prennent effet, ça c'est important et il faut avoir en tête que si jamais le contrat en revanche prend fin, du coup, il faut modifier la durée. Donc il y a pas mal de choses un peu techniques qui sont à prévoir dans cet avenant pour que le contrat soit toujours exploitable. Mais c'est tout à fait possible de modifier un contrat. Après, à voir si jamais c'est plus opportun de carrément repartir d'un nouveau contrat et de mettre fin au premier contrat initial parce qu'il est plus adapté pour partir sur une nouvelle rédaction. Il y a tout est envisageable.
OK, très clair et puis bon, du coup, tu l'attends, mais la fin d'un contrat, comment est-ce qu'on l'anticipe? Quelles sont les clauses? Parce que j'imagine, tu as un contrat, tu as toujours, l'opérationnel du coup derrière. Enfin, comment tu anticipes la fin de ce contrat? Alors, ça va dépendre déjà de la clause durée qui est prévue. Est-ce que c'est une durée déterminée ou indéterminée? Si c'est une durée déterminée, la fin du contrat, elle arrive automatiquement sans qu'il y ait une action particulière à faire. Donc, au terme prévu, ça prend fin. Si c'est indéterminé, il faut que l'une ou l'autre des parties envoie un courrier pour dire: «Voilà, maintenant je mets fin au contrat». Ensuite, comment anticiper la fin? Il faut se demander vraiment opérationnellement ce qu'on veut à l'issue de la fin du contrat. Il y a certaines clauses qui doivent perdurer dans la durée. Par exemple, la clause de confidentialité, on a intérêt à ce qu'elle dure à l'issue du contrat. Certains points aussi relatifs à la propriété intellectuelle, ça a intérêt à perdurer à l'issue du contrat. Après, si on veut continuer à pouvoir faire référence à son partenaire sur son site en mode: «Il nous faut confiance, nos partenaires» et qu'on veut que ça puisse encore, durer, à l'issue du contrat, il faut le marquer. Si vous avez aussi fait, par exemple, des photos, ou pris des vidéos, avec le partenaire et que c'est publié sur le site, il faut une autorisation d'exploitation des droits de l'image, de la personne concernée et ça aussi, il faut anticiper. Est-ce qu'à la fin du contrat, du coup, on a toujours, la possibilité d'exploiter ces éléments? Si oui, il faut que ça soit prévu dans le contrat, pour que ça perdure à cette issue. Donc se demander, en fait, opérationnellement, qu'est-ce qui doit continuer à l'issue du contrat? Heu, Pareil pour la question de réversibilité, s'il y a des données qui doivent être restituées, quid de ça? Est-ce que c'est une réversibilité qui est payante? Comment est-ce qu'elle est fournie? Voilà, se poser ces questions-là. OK, c'est super clair. Écoute, je pense on arrive à la fin. Tu avais Top. un petit dernier mot du coup, Gabriel, à partager ou un Non, mais dernier je pense tips, qu'on conseil? a fait le tour. Moi, vraiment, mon tips principal, c'est de toujours penser opérationnel et pratique pour que le contrat, colle à ces éléments. Si un contrat ne reflète pas, votre partenariat, c'est un mauvais contrat. Donc c'est pas parce qu'on trouve un template de partenariat ou parce que un de vos potes qui est dans une autre boîte, son juriste lui a fait un méga contrat et vous le donne. Attention, il est peut-être top ce contrat, mais il est top pour une situation donnée. Il sera peut-être pas adapté à la vôtre. Donc toujours prendre des pincettes avec des documents, qu'on trouve comme ça, en ligne ou qu'on vous fournit, ou que vous récupérez, d'un de vos partenaires. C'est pas forcément adapté à votre situation. Donc vraiment toujours challenger et vous dire: «Si je ne comprends pas cette clause, c'est qu'elle est pas bonne. Je dois la modifier pour que ça on comprenne quelque chose». Je préfère un contrat qui est rédigé avec un langage d'un élève de CM1 plutôt qu'un contrat rédigé par des avocats avec des termes où on comprend rien. Si vous comprenez rien, c'est que ça pue. Donc alors peut-être que l'avocat comprendra, mais peut-être que du coup, ça sera pas du tout adapté à votre situation. Donc vous risquez vous d'accepter quelque chose, qui est contraire à l'engagement que vous voulez prendre. Donc faut pas y aller. Cool, merci beaucoup Gabriel, c'était une génial du coup comme discussion. Merci à vous. J'espère que tout le monde a kiffé cette discussion. J'ai l'impression que tout le monde a bien appris. C'était la session sur laquelle il y a eu le plus de messages et de questions. Je pense on fera quelque chose. En vrai, c'est très lourd. Bah, génial. N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn, si vous avez des questions, je serais ravie d'en discuter avec vous et puis, si vous avez besoin d'accompagnement aussi, ravie de vous accompagner. J'adore accompagner les entrepreneurs et surtout sur ces jeux de partenariat qui sont très divers et super intéressants et challengeants. N'hésitez pas à directement, aller vous connecter à Gabriel. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode et on se retrouve, non pas dans 2 semaines, dans 3 semaines pour parler des sujets d'hyperscaler. Très bonne journée Merci et à Hippolyte très pour ta bientôt. confiance. Salut. Si, à plus. Ciao.